Ton nom n'est pas sur la liste. Ta présence ici, c'est comme ce corps que tu as, un vulgaire déchet. Ne nous fais pas honte. Prends la porte de derrière et rentre chez toi. Ma mère l'a sifflé entre ses dents, la bouche à 1 centimètre de mon oreille, la voix ajustée pour que personne d'autre que moi ne l'entende. Ça m'a quand même frappé comme une balle perforante. Puis, elle a tourné les talons, son sourire de façade reprenant instantanément sa place, et elle s'est éloignée pour saluer les 31 officiers supérieurs, réunis pour honorer mon frère, Michael. Une douleur familière m'a fendu le crâne. Ma poitrine s'est creusée. Elle avait effacé mon nom, une coupure délibérée, de la même manière qu'elle essayait de m'effacer de sa vie depuis 36 ans. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 5 minutes plus tard, dans cette même salle illuminée par des lustres, la voix d'un légendaire Navy SEAL à la retraite se briserait sous l'émotion, devant des centaines de personnes. Je connais ce visage. Le commandement la connaît. Elle m'a ramené d'entre les morts. Mais avant que je vous raconte comment un vulgaire déchet avec un pied déformé, est devenu la sauveuse d'une équipe de SEALS. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Ne bougez pas, car la vengeance que je m'apprête à amener dans cette pièce va réduire en miettes la moindre once de leur vanité. Je n'avais pas mis les pieds à une réunion de la famille Rogers depuis 3 ans. J'étais venu ce soir, parce que l'invitation de Michael était arrivée avec une ligne écrite à la main en bas, de sa propre écriture négligée, la famille devrait être là pour celle-ci. 16 ans de distance résumés en une phrase, avait suffi à me faire conduire pendant 4 heures, espérant, une fois de plus, que quelque chose entre nous avait réellement changé. Je m'étais présenté à la table d'accueil sous mon propre nom, j'avais montré ma pièce d'identité, et j'avais regardé ma mère s'interposer devant la coordinatrice, avant même que la femme ne puisse me tendre une carte de placement. Cette ligne manuscrite, c'était l'appât qu'il avait utilisé. Et cette embuscade à la porte, fut le tout dernier mensonge qu'ils eurent l'occasion de me faire gober. Les mots de ma mère résonnaient encore à mes oreilles, quand j'ai regardé par-dessus son épaule et que j'ai trouvé Michael. Il se tenait à 3 mètres de là, sous les lustres, faisant tourner une flûte de champagne en cristal entre 2 doigts. Il avait entendu chaque mot qu'elle m'avait craché au visage. Je l'ai vu l'entendre, puis, je l'ai vu détourner le regard rapidement, comme on recule face à une flamme. L'uniforme de cérémonie blanc, dress white, qu'il portait ce soir-là, coûtait 3 000 €. Je connaissais le chiffre exact, car je l'avais vu quitter mon compte bancaire 4 semaines plus tôt, tiré directement de ma prime de risque de combat, gagnée dans un désert que personne ici n'aurait su placer sur une carte. Michael était un lieutenant de la Navy, qui avait passé 6 ans à perfectionner l'art d'avoir l'air occupé, tout en ne faisant absolument rien d'utile, puis à me refiler la facture, quand ses bêtises nécessitaient d'être nettoyées. Ce soir, il a laissé notre mère me jeter par la porte de derrière, pour que sa propre scène reste immaculée. J'avais un dossier sur mon ordinateur portable, étiqueté M. À l'intérieur, le prix d'un moteur de bateau que j'avais remplacé après qu'il en ait détruit un à Charleston. Un avis de recouvrement que j'avais soldé avant qu'il n'atteigne le téléphone fixe de notre mère. Les honoraires d'un avocat pour conduite en état d'ivresse, DUI, que j'avais couvert la semaine précédant sa dernière commission d'avancement, pour que l'accusation disparaisse discrètement, avant que quiconque portant des étoiles sur les épaules ne la voie. 11 400 € en 18 mois. Chaque centime tiré de ma solde de combat, gagné en faisant un travail qui n'existait sur aucun registre public. Je ne lui avais jamais dit une seule fois que je connaissais le total réel. J'avais simplement payé, et je l'avais regardé se tenir dans des pièces comme celle-ci, acceptant les applaudissements pour une vie que je finançais en secret. Ma mère a comblé le demi-pas de distance qui nous séparait encore. Elle a enfoncé son épaule enveloppée de soie dans ma poitrine, et m'a poussé en arrière, vers une porte de service rouillée au bout du couloir. Bouge avant que l'amiral Vance n'arrive, a-t-elle sifflé, ses ongles manucurés s'enfonçant dans mon avant-bras, assez fort pour laisser une marque. Un serveur qui passait, portant un plateau de champagne, a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné les yeux et a continué son chemin, comme le font les gens quand ils ont décidé qu'une dispute de famille ne les regarde pas. Chaque instinct de combat rapproché que le corps des marines m'avait inculqué pendant 16 ans, s'est activé en même temps. J'aurais pu la mettre à terre en moins d'1 seconde. Au lieu de cela, j'ai compté 4 secondes d'inspiration. 4 secondes de maintien. J'ai dégagé mon bras de sa prise, et j'ai fait un pas délibéré en arrière, la laissant passer devant moi, le menton haut, pour retourner dans la lumière et saluer ses amiraux. Les portes de la salle de bal ont englouti l'orchestre derrière elle. Je suis resté seul dans le couloir de service sombre, et j'ai sorti mon téléphone crypté.
Je n'ai pas pleuré. Pleurer était un luxe que j'avais laissé derrière moi sur un autre continent, il y a très longtemps. J'ai ouvert l'application bancaire, et j'ai trouvé l'ordre permanent que j'avais mis en place 2 ans plus tôt, sans jamais le remettre en question. Allocation de subsistance automatique. Michael Rogers. 4 000 € par mois. J'ai pressé mon pouce sur annuler définitivement. L'écran a renvoyé un bip sec et plat. Le transfert est mort sur place. Pendant 6 ans, j'avais discrètement financé le mensonge de la compétence de mon frère. Tout cela s'est terminé en un seul mouvement, dans un couloir que personne d'autre ne verrait jamais. Je suis sorti sur le parking de la base navale de Norfolk. Le vent venant de l'eau m'a transpercé la veste. J'ai baissé les yeux vers mes chaussures noires plates, celles qui cachaient très exactement ce que ma mère venait d'appeler un vulgaire déchet. Ce mot a atterri comme un scalpel, pressé à plat contre ma gorge. Un frisson a remonté le long de ma colonne vertébrale, soudain et glacial, et le présent s'est dérobé sous mes pieds. Il m'a entraîné en arrière de 36 ans. Au-delà de chaque promotion, de chaque déploiement, de chaque silence que je m'étais entraîné à garder, directement vers une autoroute détrempée par la tempête. Et la nuit où on m'a rendu, pour la première fois, un verdict que je n'avais jamais accepté, l'avoir assassiné. Ma première vraie bataille n'a pas été livrée dans un désert. Elle a eu lieu sur une table d'opération quand j'avais 1 an. Je suis né avec un 6e orteil au pied droit. Le médecin a dit que c'était inoffensif, une simple correction en ambulatoire qui pouvait attendre. Ma mère, une femme qui mesurait toute sa valeur à son statut social dans la Navy, l'a appelée une difformité, qui embarrasserait la famille devant un photographe, prévu pour photographier notre foyer pour un reportage dans le bulletin de la base. Elle a poussé le chirurgien à opérer tôt, juste pour respecter la date du shooting. Ensuite, occupée à finaliser les décorations pour la fête du 3e anniversaire de Michael dans le couloir, elle a oublié de me donner mes antibiotiques à l'heure. Cette nuit-là, mon pied a enflé à en serrer le bandage. Une fièvre s'est installée. Puis, des convulsions, rapides et violentes. Pendant qu'elle se disputait avec un traiteur au téléphone dans la pièce d'à côté, mon père, la seule personne dans cette maison qui m'ait jamais aimé sans condition, m'a ramassé sur le sol, et a couru vers le pick-up. La pluie martelait le pare-brise de billets. Il me tenait contre sa poitrine d'un bras, et conduisait de l'autre, le pied au plancher, en direction de l'hôpital à 20 minutes de là. Puis, les phares d'un camion venant en sens inverse, ont fait une large embardée de l'autre côté de la ligne médiane, et ont inondé notre pare-brise de blanc. Les pneus ont hurlé contre l'asphalte mouillé. Le métal s'est plié et déchiré, avec un bruit qui m'a transpercé les tympans. Il n'y a plus eu de cri après ça. Juste une sirène quelque part au loin, et les bras de mon père devenant lentement froids, et lâches autour de moi. Il avait donné un grand coup de volant à la dernière seconde, transformant son propre corps en point d'impact. Ainsi, l'autre camion l'a frappé lui, et pas moi. L'hôpital sentait l'alcool à friction et le café brûlé. Un médecin est sorti de la salle de traumatologie, a secoué la tête une fois, et n'a rien dit d'autre. Une infirmière a essayé de me conduire dans une pièce séparée, pour que je n'ai pas à regarder ce qui allait suivre, mais ma mère l'a repoussé d'un geste de la main, sans regarder aucune de nous deux. Ma mère n'a pas versé une seule larme, pour son mari de 9 ans. Elle a traversé la salle d'attente à grands pas furieux, vers la chaise en plastique où sa fille de 6 ans était assise, tremblante. Elle a attrapé mon poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma peau, les yeux allumés d'une fureur qui n'avait nulle part ailleurs où aller, et a déchargé 36 ans de blâme sur une enfant, en une seule phrase. Ça devrait être toi dans cette housse mortuaire. Si tu n'étais pas né avec cette répugnante difformité, il serait encore en vie. Les années qui ont suivi le même schéma. À chaque dîner de famille, mes bulletins de notes disparaissaient de la porte du réfrigérateur, avant qu'aucun parent ne puisse les voir, tandis que les certificats de participation de Michael étaient encadrés. Chez ma grand-mère un jour de Thanksgiving, j'ai entendu ma mère dire à une tante, que je tenais du côté de mon père, les difficiles. Tandis que Michael était présenté comme le portrait craché de la famille de sa mère, Dieu merci. Michael avait 8 ans, la première fois qu'il a compris que la combine jouait en sa faveur. Il a commencé à pointer du doigt ma claudication à la sortie de l'école, pour que les autres parents posent des questions à ce sujet, puis, il se tenait tranquillement à côté, pendant que notre mère expliquait devant tout le monde, de qui c'était exactement la faute. Il ne l'a jamais corrigé une seule fois. La seule personne qui ait jamais riposté, c'était ma grand-mère elle-même. Une femme discrète, qui me glissait des billets de 20 € dans des livres de poche,
et qui m'a dit une fois très clairement, que j'étais la seule dans cette famille qui lui rappelait son propre fils. Elle est décédée quand j'avais 14 ans, et cette petite gentillesse est partie dans la terre avec elle. À 16 ans, j'ai écrit une dissertation de candidature à l'université, assez percutante pour me faire gagner une place dans un programme préparatoire à une académie militaire. Ma mère l'a volée sur mon bureau, et l'a soumise sous le nom de Michael à la place, prétendant que je l'avais aidé à la réviser. Quand la lettre d'acceptation est revenue adressée à lui, et que je l'ai confronté. Elle a jeté la photo encadrée de mon père contre le mur, assez fort pour briser le verre, et m'a hurlé de la fermer, et de payer ma dette à cette famille, pour la vie que je lui avais coûtée. Alors, j'ai appris à disparaître. Je me suis engagé dans le corps des marines, et je me suis enterré dans le renseignement opérationnel, travaillant dans des pièces sans fenêtre, où personne ne posait de questions sur mon passé, seulement sur mon niveau d'habilitation de sécurité. Je suis resté dans l'ombre pendant 16 ans. Jusqu'à ce que les ordres de ce soir ne réveillent quelque chose que je croyais avoir étouffé pour de bon. Un bourdonnement contre ma hanche m'a ramené au présent, toujours seul dans ce parking. C'était mon deuxième téléphone, celui connecté uniquement au canot de commandement interne. Un message crypté clignotait sur l'écran, envoyé par le général Drummond, mon officier commandant. La sécurité a signalé que vous avez été refoulé à la porte. Ils ont effacé votre nom. Pas le Pentagone. Retournez là-dedans, colonel. Il est temps que notre fantôme vienne dans la lumière. J'ai serré le téléphone, jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches comme l'os. Après 36 ans à m'entendre dire que je ne valais rien, mon propre pays venait de me dire par écrit, que je comptais. J'ai ouvert le coffre arrière de ma Jeep, et j'ai dézippé une housse à vêtements noirs, qui était restée sagement sur le siège toute la soirée. La pochette en plastique s'est rabattue pour révéler mon uniforme de cérémonie du corps des marines, dress blues. Un bleu nuit profond, un passepoil rouge sang, l'aigle, le globe et l'encre accrochant le peu de lumière qu'il y avait dehors. J'ai retiré la veste civile souple que j'avais portée pour passer inaperçue, et je l'ai laissée tomber sur le sol de la Jeep, muant la peau de la victime, à l'intérieur de laquelle ma mère avait passé près de 4 décennies à essayer de m'enfermer. J'ai disposé les rubans sur le siège, avant de les épingler. 6 rangées en tout. Chacune d'elles, un dossier classé clos que personne dans cette salle de bal n'avait l'habilitation de lire. Une médaille du service méritoire de la défense. Une recommandation du service interarmé avec l'insigne V de bravoure au combat, Combat Distinguishing Device. Des citations avec des noms caviardés, même pour moi, car les opérations elles-mêmes n'existaient toujours pas officiellement. Rien de tout cela ne m'avait jamais acheté un mot gentil à la table de la famille Rogers. Ce soir, pour la première fois, j'avais l'intention de les laisser parler d'eux-mêmes. J'ai enlevé mes chaussures plates, et j'ai regardé pendant une seconde le tissu cicatriciel irrégulier sur mon pied droit. La cicatrice que ma mère méprisait. La cicatrice qui portait la condamnation à mort de mon père écrite en elle. Ce même pied avait aussi marché dans les pires bourbiers de Paris-Islande, et tenu le coup pendant des gardes de 12 heures, qui avaient décidé de résultats en matière de sécurité nationale, dont la plupart des gens n'entendraient jamais parler de leur vivant. Un instructeur avait dit un jour à mon peloton, que la douleur n'était qu'une information que votre corps vous envoyait, rien de plus, et que vous pouviez choisir quoi faire avec ce message. J'ai enfilé mes bottes de cérémonie noires cirées, et je les ai lacées serrées. Le cuir rigide appuyant sur les anciennes blessures, transformant la douleur en carburant, de la même manière que je m'étais entraîné à le faire depuis des années. Mon téléphone a vibré une dernière fois avant que je ne ferme le coffre de la Jeep. Un SMS du Major Reyes, la seule personne en dehors du commandement, qui savait où j'étais ce soir. Elle était ce qui se rapprochait le plus d'une sœur pour moi, une consoeur officier de renseignement avec qui j'avais fait 2 missions. Le genre de lien forgé dans des pièces sans fenêtre, sous des délais qui ne permettaient pas de bavardage. Ça va, avait-elle écrit. J'ai tapé 4 mots en retour, j'y retourne. Souhaite-moi bonne chance. Sa réponse est revenue en quelques secondes, tu n'as pas besoin de chance. Va les forcer à saluer le sol sur lequel tu marches. J'ai rangé le téléphone, et j'ai laissé cette voix être la dernière dans ma tête avant de retourner à l'intérieur. J'ai boutonné le devant en laiton de ma veste, un bouton après l'autre. Régulier. Le même rythme que j'utilisais pour charger un chargeur. Mes doigts ont effleuré la poche de poitrine intérieure en descendant, là où une petite photo plastifiée, reposait pliée contre la doublure. Mon père. 26 ans. Adossé au même type de camion qu'il avait tué, riant de quelque chose hors du cadre.
Je l'avais porté à travers 2 déploiements, et je ne l'avais jamais montré à ma mère, pas une seule fois. Enfin, j'ai soulevé une petite feuille de chêne argentée de son écrin en velours, l'insigne d'un lieutenant-colonel, et je l'ai épinglé à mon col. Son poids s'est posé sur mes épaules, comme un verdict annulé. L'enfant de 6 ans en larmes, à qui on avait dit qu'elle avait tué son père, avait disparu. Ce qui me regardait depuis le rétroviseur maintenant, c'était le lieutenant-colonel Emerson Rogers. Impeccable, froide, prête à ouvrir le feu. J'ai quitté le parking, et j'ai ignoré la porte de service rouillée que ma mère m'avait indiquée. J'ai marché droit vers l'entrée principale à la place. Des portes en verre encadrées par des colonnes allant du sol au plafond. 2 patrouilleurs côtiers de la Navy postés à la porte ont commencé à lever la main pour m'arrêter. La procédure standard pour toute personne arrivant sans escorte aussi tard. Puis, la feuille de chêne argentée sur mon col a accroché la lumière. Les 2 hommes se sont figés en plein mouvement. Sans vérifier aucune liste d'invités, ils ont claqué les talons, se sont mis au garde-à-vous et ont fait un salut réglementaire vif. « Bonsoir, colonel. » Je le leur ai rendu, propre et définitif, et je suis passé. Juste à l'intérieur du hall, une vitrine encadrée listait les personnes honorées de la soirée en lettres d'or. Lieutenant Michael Rogers, USN, prix du service méritoire. J'avais moi-même rédigé le rapport de fin de mission, qui lui avait valu cette citation il y a 2 ans, après qu'il se soit assis sur un rapport de préparation opérationnelle pendant 6 semaines, et qu'il ait failli laisser passer sous silence un manque d'équipement critique. J'avais écrit chaque mot sur un fichier crypté, et je le lui avais envoyé, pour qu'il puisse se sortir d'une accusation de négligence par un simple copier-coller. Puis, je n'en avais jamais parlé à personne. Lire mes propres mots de nègre, encadrés sous son nom, me donnait l'impression de regarder quelqu'un porter mon uniforme à des funérailles. À la table d'accueil derrière moi, j'ai surpris la coordinatrice, les yeux toujours baissés sur sa liste d'invités, fronçant les sourcils devant un nom rayé au stylo, plutôt que retiré correctement via le système. Elle avait vu ma mère le faire de sa propre main, 20 minutes plus tôt, et n'avait pas su comment réagir. Elle sortait déjà son téléphone, pour envoyer un SMS à son superviseur concernant cette irrégularité. Je ne me suis pas arrêté pour expliquer. Certaines questions trouvent leur réponse d'elles-mêmes, une fois que suffisamment de gens regardent. Le tapis rouge courait droit vers la salle de bal, silencieux sous mes bottes. À travers les lourdes portes en chêne, la voix du maître de cérémonie portait sur le système de sonorisation. Ce soir, nous n'honorons pas seulement le lieutenant Rogers. Nous remercions également sa mère, Madame Hélène Rogers. Une veuve qui a transformé la perte de son mari, en la force nécessaire pour élever un héros de la Navy. Des applaudissements ont roulé derrière les portes, forts et spontanés. Ma mâchoire s'est crispée, mes dents grinçant les unes contre les autres. Elle vendait la mort de mon père, pour une salve d'applaudissements de la part d'étrangers, qui n'avaient aucune idée de ce que cette perte avait réellement coûté à la fille, qui se tenait à 6 mètres des portes. Je me suis arrêté devant les portes en chêne, si hautes, que je devais lever les yeux pour en voir le bord supérieur. J'ai réajusté mes poignets, et j'ai lissé le dernier faux pli sur le devant de ma veste. Ma main droite s'est posée sur la poignée froide en laiton. À l'intérieur, je pouvais entendre Michael s'éclaircir la gorge, sur le point de commencer un discours que, je le savais déjà, quelqu'un d'autre avait écrit pour lui à 400 € la page. Par l'interstice sous la porte, je pouvais voir le bord d'un écran de projection illuminé par son portrait officiel de la Navy. La même photo qui trônait encadrée sur la cheminée de notre mère, là où la mienne n'avait jamais figuré une seule fois. Il s'apprêtait à se tenir là-haut, et à savourer une victoire achetée avec de l'argent trempé dans mon sacrifice et mon silence. J'ai pris une inspiration. Décompte tactique. 3-2. 1. Tout officier de renseignement apprend la même leçon, la surprise précoce est l'arme la plus tranchante qui soit. Je n'ai pas poussé doucement les portes. J'ai enfoncé mes 2 paumes dedans et j'ai poussé de toutes mes forces, les ouvrant en grand d'un seul coup. Les charnières ont hurlé, métal contre métal, et les portes ont claqué à plat contre les murs avec un fracas, qui a coupé net la phrase de Michael en 2. Chaque son dans cette salle de bal est mort instantanément. Quelque part vers le fond, un verre s'est renversé et personne n'a bougé pour le redresser. J'ai franchi l'encadrement. Les talons de mes bottes ont frappé le parquet dans un rythme régulier, soutenu. Le même rythme d'une unité qui marche pour finir le travail. Je comprends exactement ce que ça fait, de se tenir dans l'ombre et de regarder son propre sang manipuler et voler ce que vous avez construit de vos propres mains. Si vous avez déjà été écrasé par votre propre famille comme je l'ai été.
Aimez cette vidéo et partagez votre histoire avec moi dans les commentaires ci-dessous. Plus d'une centaine de têtes se sont retournées d'un coup. L'air dans cette salle de bal est devenu épais et immobile. J'ai remonté l'allée centrale sans me presser. La lumière des lustres accrochants s'y rangeait de rubans de combat, alignés au carré sur ma poitrine gauche. Mes yeux n'ont pas balayé la pièce. Ils se sont verrouillés sur le premier rang. Sur ma mère. En train de boire une gorgée d'un verre de vin rouge. La tête toujours tournée, avec ce sourire fier et répété accroché aux lèvres, certaine que le dérangement n'avait rien à voir avec elle. À l'instant même où ses yeux se sont posés sur moi, chaque goutte de couleur s'est vidée de son visage. Ce sourire s'est figé, et s'est plissé en quelque chose de plus proche de l'horreur. Le verre de vin a basculé dans sa main, quelques gouttes rouges s'échappant et atterrissant sur sa robe en soie comme des éclaboussures fraîches. Elle n'a même pas tendu la main vers une serviette. Ses yeux se sont écarquillés, ses pupilles se rétrécissant comme des têtes d'épingle, alors qu'elle fixait la feuille de chêne argentée, épinglée sur le col de la fille qu'elle venait de traiter de déchet à une porte de service, à peine 15 minutes plus tôt. Sa gorge a dégluti une fois, 2 fois, et n'a produit aucun son du tout. 2 tables plus loin, j'ai capté la fin d'un murmure échangé entre un capitaine et sa femme, c'est la fille Rogers. Je ne savais pas qu'elle était passée colonel. La nouvelle circulait déjà dans la salle plus vite que je ne marchais. Un courant de recalcul passant de table en table, alors que les gens faisaient le calcul sur le grade, sur les rubans. Sur la fille que personne n'avait pris la peine de présenter de toute la soirée. Un officier supérieur près de l'allée s'est même à demi levé de sa chaise, avant de se retenir et de se rasseoir, incertain du protocole. Pendant un instant, personne dans cette pièce n'avait le scénario adéquat. Près du bar, un jeune lieutenant a plissé les yeux sur le ruban de campagne au bout de ma 3e rangée, celui qu'une poignée de personnes seulement, dans n'importe quelle pièce, reconnaissait jamais, et s'est tu au milieu d'une phrase adressée à son interlocuteur. Sur la scène, Michael a laissé tomber ses fiches. Sa main tremblait si fort autour du microphone, que cela a envoyé un hurlement de Larsen déchirer les haut-parleurs. Son nœud papillon s'était desserré à un moment donné au cours des 60 dernières secondes, sans qu'il s'en rende compte, pendant de travers contre son col. Un petit détail qui, d'une certaine manière, rendait le tableau global encore pire. Le maître de cérémonie s'est à demi levé de son siège près de la scène, une main déjà tendue vers la radio accrochée à sa ceinture, pour appeler la sécurité au sujet de ce qui venait d'interrompre le programme. Avant que ses yeux n'accrochent la feuille de chêne argentée sur mon col, et la rangée de rubans en dessous, et que sa main ne retombe le long de son corps. Il était un lieutenant de la Navy, classe de solde au 3. J'étais un lieutenant-colonel du corps des marines, classe de solde au 5. Selon le protocole interarmé, quelle que soit la branche, l'officier de rang inférieur dans la pièce est tenu de se mettre au garde-à-vous et de saluer le rang supérieur présent. Il est resté figé à la place. Les épaules repliées vers l'intérieur. L'arrogance facile qu'il portait tous les autres jours de sa vie, écrasé à plat sous le grade et le choc, devant 300 témoins, qui comprenaient tous soudainement la situation, et qui comprenaient exactement ce que son silence à ce moment-là signifiait. J'ai ignoré le visage blanc délavé de Michael, et je n'ai pas accordé un deuxième regard à ma mère. Je suis passé droit devant elle, à travers une vague de parfums hors de prix, mêlée à l'odeur aigre de la sueur de panique. J'ai tiré une chaise vide au 2e rang, juste derrière la section VIP, et je me suis assise. La colonne vertébrale droite, les mains à plat sur mes genoux, le menton horizontal, exactement la posture réglementaire. Je n'avais pas prononcé un seul mot depuis que j'avais franchi cette porte, et le silence faisait plus de dégâts que n'importe quelle phrase. Je m'étais transformé en munition réelle, assise au centre de cette pièce, et j'attendais que la mèche finisse de se consumer. Le maître de cérémonie, toujours visiblement secoué, a essayé de ramener l'attention de la salle vers la scène. Il s'est raclé la gorge dans le microphone mort. Bien, eh bien. Rendons la parole au lieutenant Rogers. Les mots sont sortis plats et inutiles. Michael se tenait là, comme un homme boulonné au sol, les lèvres remuant sans qu'aucun son ne sorte. Personne dans cette salle de bal ne le regardait plus. Chaque paire d'yeux parmi les 31 officiers supérieurs était braqué sur moi. Cherchant dans leur mémoire, un visage qu'ils n'arrivaient pas tout à fait à situer. Tandis que ma mère restait assise, raide, à côté d'un verre de vin vide, essayant, sans succès, d'avoir l'air imperturbable. Un bruit rugueux a tranché le silence. À la 3e table, réservée aux invités des opérations spéciales, le pied métallique d'une chaise a raclé durement contre le parquet. Un homme plus âgé s'est levé d'un bond.
Il portait un uniforme de cérémonie bleu de la Navy, avec les aigles de capitaine sur ses épaulettes, et sur sa poitrine droite, un insigne du trident des cils a accroché la lumière des lustres. Un verre d'eau sur la table a basculé et a roulé, oublié, alors qu'il se levait. Des cicatrices d'éclats d'obus couraient d'un côté de son visage en ligne pâle et en relief, le genre que seule une explosion à bout portant laisse derrière elle. Il a balancé le programme imprimé de l'événement hors de la table, sans se soucier de l'endroit où il a atterri, et la femme assise à côté de lui, a mis une main sur son bras, puis l'a laissé retomber quand elle a vu son visage. Il s'est dégagé de sa chaise, et a arraché sa casquette, couvert, de sa tête, la coinçant durement sous un bras, une violation flagrante de toutes les courtoisies formelles qu'exigeait ce dîner. Ses yeux, au bord rougis, se sont verrouillés sur les miens, et n'ont pas bougé. Un écusson d'unité délavé, provenant d'une équipe qui n'avait plus existé sous ce nom depuis des années, était cousu sur sa manche gauche. Le genre de détail que seul quelqu'un qui avait réellement servi à ses côtés, reconnaîtrait. Il a traversé en deux grandes enjambées, ignorant le MC, ignorant complètement Michael, ignorant le visage bouleversé de ma mère. Sa voix, quand elle est sortie, était rauque, et assez forte pour porter dans tous les coins de la pièce, Je connais ce visage. Même avec la photo de dossier floutée, je la reconnaîtrais n'importe où. Ma mère a essayé de se redresser, balbutiant une interruption désespérée. Capitaine, je crois que vous la confondez avec. Le capitaine et l'a coupée, avec un seul regard noir, assez tranchant pour la faire taire au milieu de sa phrase, et la faire retomber directement sur sa chaise. Les deux femmes qui l'encadraient à la table, se sont toutes deux subtilement éloignées. Le genre de petit retrait social, réservé à quelqu'un qui vient de se faire publiquement prouver qu'il a tort, devant les personnes dont elle avait passé 36 ans à cultiver l'opinion. Il s'est tourné pour faire face à la salle entière à la place. Sa voix commençant à trembler avec quelque chose qu'il ne prenait plus la peine de cacher. Opération Silent Echo. La vallée de Korangal. Notre relais est tombé dans les 10 premières minutes de l'embuscade. Blackout total. Aucune fenêtre d'extraction restante au compteur. 12 d'entre nous ont dégoupillé nos dernières grenades, et ont commencé à écrire des lettres à la maison. Parce que les calculs disaient qu'il n'y avait aucun moyen de sortir de ce canyon. Un jeune lieutenant à la table voisine, s'est penché vers son voisin, et a chuchoté juste assez fort pour que je l'entende, « Silent Echo ?» Je croyais que toute cette opération était encore classifiée. Le capitaine l'a entendu aussi, et n'a pas ralenti le rythme. Le Pentagone a déclassifié le rapport de synthèse le mois dernier, a-t-il dit, les yeux toujours fixés sur moi. Mais ce que cette femme a fait cette nuit-là, n'a jamais eu besoin d'un tampon officiel pour être vrai. J'ai attendu 4 ans pour prononcer son nom à voix haute, dans une pièce qu'il écouterait réellement. À côté de lui, le lieutenant commandé, capitaine de corvette, Seal, qui avait tressailli à la mention du canyon, s'est levé à son tour. Sa voix était plus basse, mais ferme. Le capitaine a raison. J'étais sur cette crête. J'ai regardé la frappe aérienne arriver à 50 mètres de notre position, assez près pour sentir la chaleur à travers la roche. Aucun de nous ne comprenait comment, jusqu'à notre débriefing, 3 semaines plus tard. La salle entière a retenu son souffle. Le capitaine a pointé son doigt droit sur moi, les yeux vitreux de larmes, qu'il refusait de laisser tomber. Un homme qui avait traversé assez de combats, pour ne jamais pleurer en public avant ce soir. Mais cette femme, travaillant depuis un bunker à l'autre bout du monde, a désobéi à un ordre direct de son propre commandement. Elle est entrée par effraction dans le réseau satellite interne de ses propres mains. Elle a percé un blackout de communication totale. A fourni des coordonnées en direct directement à nos pilotes d'appui aérien rapprochés, CAS, et a guidé une frappe à 50 mètres de l'endroit où nous attendions de mourir. Il a fait un pas de plus en avant, sa voix se brisant dans le silence de la pièce. Il y avait un gamin dans mon équipe. 23 ans. Marié depuis 4 mois. Il a appelé sa femme depuis cette crête, pensant que c'était la dernière fois qu'il entendrait sa voix. Il garde toujours une photo de ce relevé radar dans son portefeuille, à côté de la photo d'échographie de sa fille. Prise 8 mois après notre retour au pays. À cause de cette femme. À cause du lieutenant-colonel Rogers. 12 d'entre nous sont montés à bord de cet hélicoptère vivant. 12 enfants ont grandi avec un père, au lieu d'un drapeau plié, remis lors d'un enterrement. Elle n'a pas seulement sauvé mon unité. Elle a sauvé 12 familles entières. Et elle l'a fait depuis une pièce sans fenêtre, dont personne ici au pays
ne verra jamais l'intérieur. Cette phrase m'a frappé comme une décharge de courant, droit dans la poitrine. Mon père était mort pour me sauver la vie sur une autoroute inondée. Et j'avais passé cette même vie, à rendre 12 pères à leurs propres enfants à l'autre bout du monde, dans un échange que je ne m'étais jamais permis d'additionner à voix haute. Jusqu'à ce moment précis. Ce qu'aucun d'eux ne savait. Pas même. C'était ce que désobéir à cet ordre m'avait réellement coûté. J'avais passé 11 heures en commission d'examen à huis clos dans les semaines qui ont suivi, confronté à la possibilité bien réelle d'une cour martiale, pour violation de protocole sur un système classifié sans autorisation. Un amiral 2 étoiles m'avait regardé dans les yeux, et m'avait demandé si je comprenais que je pouvais perdre définitivement mon brevet d'officier. Je lui avais dit que je comprenais, et que je le referais. Les charges avaient été discrètement converties en une citation à la place, scellée sous la même classification qui avait empêché le capitaine et de prononcer mon nom à voix haute pendant 4 ans. J'avais risqué tout ce que j'avais construit, pour sauver 12 inconnus. La même année où ma propre mère disait à ses invités à dîner que je n'avais jamais rien réussi de bon. Je n'étais pas une meurtrière. 36 ans de ce poids de plomb pesant à plat sur mes côtes, se sont transformés en cendres en une seule respiration. La chaleur m'est montée derrière les yeux, mais j'ai verrouillé ma mâchoire, et j'ai gardé ma respiration régulière, refusant de laisser transparaître quoi que ce soit sur un visage que 300 étrangers étaient maintenant en train d'étudier. J'ai jeté un coup d'œil de côté à ma mère. Elle avait les 2 mains pressées sur sa poitrine, la bouche ouverte, haletant comme une femme en train de se noyer. La malédiction dont elle avait empoisonné mon esprit pendant près de 4 décennies, venait d'être réduite en miettes, par le témoignage d'un héros national, debout juste là, devant tous les officiers qui comptaient à ses yeux. Une seconde de silence de mort totale s'est abattue sur la pièce. Personne n'a toussé. Personne ne s'est agité sur son siège. Puis, le lieutenant-commandant Cil, assis à côté du capitaine, s'est levé lentement, tournant son corps bien en face de moi. Une seconde plus tard, un 3e officier s'est levé. Puis un 4e. Puis un 5e. Aucun d'eux n'attendant un ordre. Chacun suivant simplement l'homme à côté de lui. Des chaises ont raclé sur le parquet en une chaîne continue. L'un après l'autre. Le son retombant, comme des verrous de fusil s'enclenchant en séquence. 10 officiers des opérations spéciales se tenaient au garde à vous strict, le menton levé, les yeux brûlants de respect. Chacun d'eux tourné vers la femme, que la famille Rogers venait d'appeler un vulgaire déchet, à une porte de service moins de 20 minutes plus tôt. La vague s'est propagée à partir des tables des opérations spéciales, à une vitesse effrayante. Les officiers de destroyer se sont levés d'abord. Puis le personnel de la logistique. Puis les équipages de l'aéronaval, toujours dans leur combinaison de vol, après un exercice précédent qui avait duré. Le quatuor à cordes engagé pour la soirée, en plein milieu d'une chanson dans le coin, a laissé la musique s'éteindre dans le silence, sans que personne ne leur dise d'arrêter. Même eux comprenaient que ce n'était pas le moment, pour un bruit de fond. 50 personnes. 100 puis plus de 300 officiers supérieurs dans cette salle de bal, se sont levés ensemble, tous en même temps. Les chaises raclant dans un mur de son, qui a roulé à travers la pièce comme une seule respiration. Les médailles épinglées sur leur poitrine ont cliqueté ensemble en une seule vague tintante, nette, digne et absolue. Un mur d'uniforme de cérémonie se tenait de toute sa hauteur. Chaque ligne de focalisation visait la femme silencieuse, assise seule au 2e rang. Le photographe de la base engagé pour la soirée. Le même rôle qui avait autrefois poussé ma mère, à se démener pour programmer une opération chirurgicale en fonction d'un shooting magazine, 36 ans plus tôt. A levé son appareil photo, et a commencé à mitrailler. Capturant la seule photographie qui serait jamais publiée de cet événement. Personne n'a crié l'ordre à voix haute. Ce n'était pas nécessaire. Plus de 300 mains droites se sont levées vers les fronts en même temps, se figeant dans le salut le plus vif, le plus exact, que j'ai reçu en 16 ans de service. Non pas parce que je portais le nom de Rogers. Mais à cause de ce qu'un officier de renseignement anonyme avait fait dans l'ombre, pour des gens qui ne connaissaient même pas son nom, jusqu'à ce soir. Je me suis levé lentement. J'ai levé le menton, et j'ai rendu le salut de la main droite, les yeux fixés sur le capitaine et, comprenant tous les deux quelque chose, que seules les personnes qui ont traversé l'enfer ensemble, peuvent reconnaître l'une chez l'autre. Sur l'estrade, Michael avait été complètement oublié. Il se tenait voûté à côté du pupitre en bois. Petit et pitoyable, ressemblant à un garçon qui avait enfilé l'uniforme de son père par erreur,
et s'était fait prendre. Personne ne le regardait. Personne n'applaudissait pour la médaille épinglée sur sa poitrine, celle que j'avais discrètement écrite pour qu'elle existe pour lui 2 ans plus tôt, et pour laquelle je n'avais jamais eu le moindre crédit. La fausse carrière qu'il s'était bâtie sur mon argent et mon travail, était enfin en train d'être enterrée, sous le poids de la vérité, en temps réel, devant tous les officiers qui contrôlaient sa prochaine commission de promotion. L'écran de projection derrière lui, brillait toujours avec son portrait officiel, souriant et immaculé. Un mensonge qui jouait maintenant devant une salle vide. Il a posé le microphone, a reculé en s'affaissant, et a disparu dans le bord sombre de la scène. Au premier rang, ma mère avait le visage enfoui dans ses 2 mains. Son maquillage coûteux s'était étalé en traînées sombres sur ses doigts. La lumière du lustre tombait droit sur ses cheveux raides et laqués, exposant une femme vieillissante et pitoyable, sous 36 ans de présentation soignée. J'ai pensé pendant une seconde, à une enfant de 6 ans dans une salle d'attente d'hôpital, à qui l'on avait dit qu'elle ne méritait pas du tout d'être là. Cet enfant avait passé près de 4 décennies à le croire. La femme debout en uniforme de cérémonie, sous 300 saluts, ne le croyait plus. L'élite sociale de la Navy de Norfolk avait toujours été son monde entier. Le seul endroit où elle n'avait jamais trouvé une validation, qu'elle ne pouvait pas fabriquer à la maison. La femme assise à côté d'elle, une femme de Commodore qui avait partagé sa table pendant 3 ans sans interruption, a glissé sa chaise 15 cm plus loin. Le plus petit acte de distance possible. Le genre que personne d'autre dans la pièce ne remarquerait, mais que tout le monde à cette table retiendrait. En ce moment même, ce monde exact, s'inclinait en révérence devant la fille, qu'elle avait jetée par la porte de derrière comme un chien errant, moins de 20 minutes plus tôt. Le salut s'est rompu. 300 bras sont retombés le long du corps en même temps, et la pièce a expiré dans un seul souffle collectif. Un vice-amiral 3 étoiles, l'officier le plus haut gradé du bâtiment, s'est dégagé de la foule, et a marché droit vers moi. Il a tendu la main, sa voix basse, mais porteuse d'une véritable autorité. C'est un honneur de vous avoir parmi nous, colonel. Si vous n'aviez pas travaillé dans l'ombre toutes ces années, les personnes qui font le spectacle ici, n'auraient eu aucune scène sur laquelle se tenir. J'ai serré sa main une fois, fermement, et il a soutenu mon regard une seconde de plus que le protocole ne l'exigeait. Mon bureau met en place un poste de liaison interarmée du renseignement au trimestre prochain, a-t-il ajouté, plus doucement maintenant, juste pour moi. J'aimerais que votre nom soit en haut de cette liste. Si vous êtes disposé à sortir de l'ombre un peu plus souvent. C'était la première offre, que quiconque en position de pouvoir réel, ne m'ait jamais faite, sans attendre quelque chose en retour d'abord. Ces paroles se sont abattues sur Michael, comme une gifle publique finale. Je l'ai regardé se glisser vers une porte latérale, la tête baissée, et un jeune capitaine de corvette qu'il devait connaître depuis des années, a ostensiblement détourné l'épaule, plutôt que de lui tendre la main au passage. Michael s'est arrêté près de la table du capitaine et, marmonnant quelque chose sur le fait d'être fier de partager la salle avec un héros, la main à moitié tendue. Et a regardé la main tendue pendant une longue seconde, puis a regardé au-delà, droit vers moi, et n'a absolument rien dit. Michael a laissé retomber sa main, et a continué à marcher. Personne ne l'a empêché de partir. Personne n'avait besoin de lui dire quoi que ce soit d'autre. La foule s'est écartée poliment, dégageant un chemin. Ma mère s'est avancée d'un pas traînant sur des pieds instables. Toute trace de l'épouse de marin arrogante, avait disparu de sa posture. Ses yeux étaient gonflés, ses lèvres tremblaient sans former de mots. Elle a fixé la feuille de chêne argentée sur mon col, puis a laissé son regard descendre jusqu'à mes bottes de cérémonie noires. L'endroit exact qui cachait la cicatrice, à l'origine de chaque tragédie dans l'histoire de cette famille. Quelque part derrière elle, je pouvais voir la femme du Commodore et 2 autres femmes de sa table habituelle, observer l'approche, sans offrir de venir se tenir à ses côtés. Ce même abandon silencieux, qui avait commencé au moment où 300 saluts se sont levés. Le regret, et quelque chose proche de la vraie peur, remplissait son expression pour la première fois de toute ma vie. Emerson a-t-elle finalement réussi à articuler? Sa voix était faible, usée jusqu'à la corde. Sa main alourdie de bague s'est levée, tremblante, tendant la main vers la manche de ma veste d'uniforme. Elle voulait du contact. Elle voulait s'accrocher à la crédibilité que je venais de bâtir devant 300 témoins. N'importe quoi, pour enfouir l'humiliation qui se refermait sur elle en temps réel. Elle voulait le pardon, vite, avant que toute la salle ne finisse de la regarder s'effondrer en public. Ses doigts tremblants sont arrivés à 2 cm de ma manche.
J'ai reculé d'un demi-pas, froide, et refusant finalement tout contact physique quel qu'il soit. Quelque part à proximité, j'ai entendu une seule inspiration brusque de quelqu'un qui regardait. Le seul son dans une pièce par ailleurs silencieuse. Sa main est restée suspendue en l'air pendant une seconde, avant de retomber le long de son corps. Vide. Derrière moi, j'ai senti le capitaine et s'arrêter à quelques pieds de distance, assez près pour être une présence dans mon dos, sans jamais me toucher une seule fois. Une forme de soutien inexprimé, que ma mère n'avait jamais offerte en 36 ans. Je me tenais droite. Mes yeux ne portaient aucune haine, et aucun amour non plus. Ils étaient d'un acier plat. La transperçant du regard, de la même manière que je regarderais à travers n'importe quel obstacle bloquant un itinéraire en patrouille. Près de 4 décennies à attendre des excuses, qui venaient finalement trop tard, et qui ne lui ont rien acheté du tout. Maman, ai-je dit d'un ton égal, sans aucun tremblement de colère ou de pitié pour moi-même. Tu avais raison. Elle a levé les yeux rapidement. Une lueur d'espoir pitoyable s'allumant dans ses yeux, certaine que j'étais sur le point d'arranger les choses pour elle, devant tous ceux qui regardaient encore. Au lieu de cela, j'ai levé le menton, et j'ai délivré les mots suivants à plat, et définitifs, droit en face. Mon existence sera toujours un vulgaire déchet pour cette famille. Elle a laissé échapper un sanglot brisé, les larmes coulant à travers le mascara étalé, qui ruinait déjà ses joues. J'ai baissé la voix, chaque mot assez tranchant, pour couper le dernier fil qui me liait encore à cette famille. Mais l'Amérique a besoin de moi. Garde ton fils parfait. À partir de maintenant, cette dette de sang est payée en totalité. Elle a tendu la main une dernière fois, s'agrippant au vide. Et j'étais déjà à 2 pas d'elle, au moment où sa main s'est refermée sur l'air. J'ai tourné les talons sans attendre de réponse, sans me soucier de la façon dont elle s'effondrait sur ce sol froid de salle de bal derrière moi. Mes talons ont frappé le parquet dans un rythme net et régulier, alors que je franchissais les larges portes, laissant le cœur pourri de la famille Rogers assis derrière moi pour de bon. Le capitaine m'a rejointe dans le hall, à côté de la vitrine, listant toujours le nom de Michael sous les lettres d'or. Il n'a pas offert de condoléances. Il a tendu une simple carte à la place, juste un nom et un numéro, et a dit, le commandement ne sera pas le seul à vouloir vous débriefer un jour. Quand ce sera le cas, appelez-moi en premier. J'ai pris la carte, et je l'ai mise dans ma poche de poitrine. À côté de la feuille de chêne, qui avait porté plus de poids ce soir, qu'elle ne l'avait jamais fait dans n'importe quel déploiement. C'était le genre d'offre que ma propre famille ne m'avait jamais faite. Sans condition. Aucune dette attachée. Juste une porte laissée ouverte. Je suis sorti dans l'air nocturne de la Virginie. Le vent venant de l'eau a tiré sur mes cheveux, maintenant relâchés de leur chignon serré. Pour la première fois en 36 ans, j'ai pris une pleine et profonde inspiration, sans compter les secondes tactiques, pour étouffer la douleur. Mon cœur battait libre et clair, sans aucune culpabilité pour l'alourdir. Quelque part derrière ces portes en chêne, la photographie de 300 saluts passait déjà de téléphone en téléphone. Le seul portrait de famille dont j'aurais jamais besoin. Où que soit mon père, l'homme qui a échangé sa vie contre la mienne, sur une autoroute détrempée par la tempête il y a 36 ans, j'espérais qu'il reposait enfin en paix ce soir. Je suis monté dans ma Jeep, et j'ai tourné la clé. Les phares ont tracé une ligne nette à travers l'obscurité devant moi. Mon téléphone a vibré une fois sur le siège passager. Une courte réponse du général Drummond. Déjà briefé par quelqu'un dans cette salle de bal, avant même que je n'ai atteint le parking. J'ai entendu ce qui s'est passé. Le poste de liaison est à vous si vous le voulez. Aucune pression dans les 2 cas. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pour la première fois en 16 ans, le choix devant moi ne consistait pas à survivre à la prochaine épreuve. Il s'agissait simplement de ce que je voulais pour la suite. Une question que personne ne s'était jamais donné la peine de me poser avant ce soir. Ce soir, Michael resterait éveillé avec une humiliation dont il ne se remettrait jamais complètement. Ma mère se noirait dans le regret, à côté de médailles que plus personne ne respectait. Quant à moi, je retournais dans une pièce souterraine sans fenêtre. Parce que quelque part là-bas, des milliers de militaires américains attendaient encore de moi, que je remette leurs écrans radars en ligne. Le lieutenant-colonel Emerson Rogers était de retour de garde. La leçon la plus chère que j'ai jamais apprise, c'est que le pardon ne signifie pas « laisser quelqu'un qui vous a exploité, conserver le droit de vous toucher à nouveau ». Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et racontez-moi dans les commentaires le moment où vous avez enfin tourné le dos à une famille toxique,
pour reprendre votre propre vie en main.